Amis les oscilloscopes, bonsoir. Bon, j'ai pas eu le temps de trop préparer cette vidéo, mais aujourd'hui j'ai encore reçu, je sais pas combien de demandes, de gens qui me disent, voilà, je suis débutant, qu'est-ce qu'il faut que je prenne comme oscilloscope? Alors, aujourd'hui, je vais certainement pas répondre à cette question, parce que cette question, elle a pas plus de sens de quelqu'un qui dirait, j'ai besoin d'une voiture, qu'est-ce qu'il faut que je prenne comme voiture? Voilà, il n'y a pas une réponse à ça, ça va dépendre du budget, ça va dépendre de ce qu'on veut faire, ça va dépendre, est-ce que c'est un truc qu'on veut utiliser longtemps, pas longtemps, voilà, enfin, ça dépend de plein de choses. Et mon but ici, c'est donc même pas de faire le tour de la question, parce que je pense qu'on pourrait le faire longtemps, c'est de vous donner quelques éléments de réflexion par rapport à ça. Alors je vais pas tous les dire, hein, parce que sinon je ferais une vidéo qui durerait trop longtemps. Et on va quand même pouvoir en voir ici les principaux. Alors, Maurice. Ah, tu m'aides, Maurice, c'est gentil. La première question, est-ce qu'il faut prendre un digital ou un oscilloscope analogique? Et on va voir que finalement, ça revient un petit peu à savoir si on veut, on prend là d'occasion. En effet, des oscilloscopes analogiques neufs, je dis pas, et je crois qu'il y en a encore, on en voit encore de temps en temps, mais enfin, je veux dire, ça reste quand même marginal. On va dire que la majorité des oscilloscopes qui se fabriquent maintenant sont des modèles digitaux. Par contre, on trouve pas mal de modèles analogiques d'occasion. Comme ça, je dirais quand même que quand on voit tous les avantages qu'offrent les oscilloscopes digitaux, hein, que je vous ai déjà montré dans ma série, je pense que c'est quand même mieux d'en avoir un digital. Mais par contre, faut mieux avoir un bon analogique qu'un mauvais digital ou qu'un mauvais oscilloscope. Euh, Imaginons que vous ayez un très petit budget, de l'ordre de n'importe quoi 50 euros. 50 euros, vous ne trouverez pas en neuf un oscilloscope digital. Ce que vous allez trouver pour ce prix-là, en neuf, ça va être éventuellement les petits kits ou les petits trucs genre des SO 138. Et je vais pas revenir là-dessus, mais c'est même pas des oscilloscopes, ces trucs-là, c'est des jouets, quoi. Les chances, pour l'instant, d'avoir quelque chose, de correct pour un budget comme ça, c'est de trouver un oscilloscope d'occasion. Alors on trouve des fois sur le bon coin, moi comme je vous l'ai montré dans des vides-greniers, des choses comme ça, des oscilloscopes genre Ameg, genre même de grandes marques, hein, des oscilloscopes Tektronix genre 22-25. Enfin pour moi il n'y a pas photo. Si on peut avoir un 22-25 Tektro par exemple, moi c'est un oscilloscope, j'en ai eu un pendant des années, c'est un super scope qui permettra de faire énormément de choses. Je veux dire, enfin je dirais même l'électronique courante vraiment facilement. Donc voilà, je dirais si on a un petit budget, si on peut pas se prendre, je veux dire au moins, on verra tout à l'heure un oscilloscope numérique on va dire 9 ou d'occasion, mais je veux dire qui tient un peu la route, eh ben faut mieux se rabattre en effet sur un analogique d'occasion. Alors à quoi faut faire attention? Déjà, il faut faire attention à ce qui fonctionne. Ou s'il fonctionne pas, à voir si on est capable et s'il y a des éléments pour le réparer. En effet, si on est débutant et qu'on connaît pas trop, si on commence à prendre un oscilloscope en panne et qu'il faut le réparer, c'est pas forcément simple. Souvent, il faut un autre oscilloscope pour dépanner un oscilloscope, donc c'est pas très très facile. Et surtout, maintenant, de moins en moins, les constructeurs donnent ce qu'on appelle les services manuels, les manuels de service, qui contiennent le schéma des appareils, les procédures de calibration et tout ça. Donc ça, si on n'a pas tout ça, c'est quand même relativement hasardeux. Donc voilà, mon conseil déjà, c'est de se dire, si vous le sentez pas, vous voyez pas bien d'avoir, enfin je veux dire, ces connaissances, essayez de prendre un appareil qui a priori fonctionne. Alors bien sûr, après, il faut tomber sur un vendeur honnête, c'est pas toujours le cas. Voire des fois un vendeur compétent. Moi, j'ai vu des gars qui vendaient des oscillos, ils disaient qu'ils marchaient parce que voilà, et quand ils l'allument, ils voient un truc sur l'écran. Ça suffit pas pour dire qu'un oscilloscope fonctionne. Sinon, quand même, ce que vous pouvez toujours vérifier, c'est rechercher sur le net si vous trouvez le manuel de service. De toute façon, même s'il fonctionne, ça vous sera quand même un gage que vous pourrez facilement le réparer, voire le recalibrer et des choses comme ça. Alors là, faut chercher sur Internet, c'est pas toujours facile. Des fois, on en trouve gratuit, des fois, on en trouve payant. Des fois, on en trouve, mais finalement, c'est le user manuel. Donc voilà, il y a ça à prendre en compte et il faut y faire relativement quand même attention. Le deuxième piège qu'il peut y avoir avec les analogiques, et ça, malheureusement, j'ai vu pas mal de gens se faire avoir avec ça, c'est que, on va dire que dans les oscilloscopes analogiques, il y a, on va dire, deux grandes familles. Il y a ceux qui sont purement analogiques, c'est-à-dire qui sont faits avec des circuits, des transistors, voire des circuits intégrés, mais des circuits intégrés analogiques, genre ampli-up, choses comme ça, ou logiques, mais on va dire logique câblée. Et après, on va en trouver qui contiennent des microprocesseurs, et souvent, ces modèles-là, ils ont des systèmes de calibration, par exemple, qui sont stockés à l'intérieur avec différents systèmes. Ça peut être des mémoires à piles, sachant que les piles peuvent être intégrées à la mémoire, comme mon Tektronix, par exemple, là, ou des piles externes. Toujours est-il que ces trucs-là, souvent, c'est comme des vieux machins.
Si la pile est plus bonne, l'oscilloscope il s'allume, mais éventuellement il est complètement je veux dire, décalibré, ou il affiche un message d'erreur. Et ça, le simple fait des fois de changer la pile, ça suffit pas. C'est que ok, on met une pile neuve, mais voilà, les données de calibration dedans, elles sont complètement perdues. Et là, éventuellement, il faut avoir le service manuel pour le faire, et encore, des fois, ça suffit pas. Il y a certains modèles, il fallait avoir un truc, il y a qu'en usine qu'ils avaient ce qu'il fallait. Il y en a où pour les calibrer, il faut des appareils qu'on n'a pas forcément. Alors ça, faut y faire attention. Donc c'est pareil, si vous achetez un modèle d'oscilloscope, plus il va être quand même performant, c'est-à-dire que vous verrez qu'il commence à avoir des trucs digitaux, des affichages sur l'écran et choses comme ça. Je vous conseille vraiment d'aller voir avant un petit peu sur le net et de regarder si en effet il y a déjà des internautes qui parlent de ce problème ou qui parlent de recalibration et de choses comme ça. Comme je l'ai déjà dit, mon Tektronix qui est ici, lui carrément, on va dire, il va bientôt mourir. Il va bientôt mourir parce que la mémoire à pile qui est dedans, le jour où la pile sera morte, ça sera très compliqué de la changer. Alors on peut le faire de façon préventive, mais c'est pareil, ça a d'autres problèmes. Enfin bon, c'est pas le but de la vidéo, mais voilà. Hein, l'idée, c'est de se dire, si vous prenez un oscilloscope d'occasion, assurez-vous que déjà il fonctionne, que éventuellement vous avez ce qu'il faut, vous aurez ce qu'il faut pour pouvoir le réparer, le recalibrer et l'utiliser. Mais ça reste quand même des excellents choix. Et sans aller chercher des modèles de la mort, on trouve encore plein de petits oscillos là, à Meg, là, comme ceux que je vous ai déjà montrés. Et à dire pour un débutant, on fait déjà pas mal de trucs avec ça. C'est des oscillos qui ont 50 mégas de bande passante. Voilà, c'est des analogiques, ça va permettre de quand même faire pas mal de choses. Et on en trouve des fois pour vraiment pas cher. Alors Maurice, question suivante. Ah, la bande passante. Ta, ta, ta. Alors, la bande passante, je vais pas y passer trop de temps finalement. J'ai déjà pas mal parlé de ça dans mes vidéos. On va dire en gros hein, que la bande passante, pour moi, faut minimum 10 MHz dans tous les cas. Et après, plus il y en a, mieux c'est. Sachant que après, plus il y en a, plus c'est cher généralement. Et donc, il faut trouver le bon compromis. Maintenant, voilà, je veux dire, si on prend un oscilloscope, j'irais même un peu d'entrée de gamme numérique, voilà, généralement, on trouve des 50, 70, 100 mégas relativement facilement. Et je dirais, c'est plutôt, voilà, déjà, on va dire que pour le tout venant, avoir un 100 mégas, c'est bien. Avec ça, je veux dire, on va faire 90% de tout ce qu'on peut avoir besoin en amateur. Les cas où on a réellement besoin de plus sont quand même limités. Le petit Siglon que je vous ai montré, là, il y a 200 mégas. Voilà, on trouve comme ça. Après, vraiment, commencer à voir monter plus haut, encore une fois, à moins de besoins très spécifiques, généralement pour un amateur, c'est trop. Donc voilà, 100 mégas. Après, là-dessus, enfin, je veux dire, en gros, sans rentrer dans les calculs, plus il y a de bande passante, mieux c'est, plus il y a de mémoire, plus mieux c'est, plus il y a des rapidités d'échantillonnage, mieux c'est. C'est sûr qu'un 2 gigas échantillon en seconde, c'est mieux qu'un 1. Donc voilà, après il faut regarder ça. Bon, j'en ai déjà parlé, hein, je vais pas trop revenir là-dessus. Mais voilà, pour moi quand même, quitte à faire un petit effort financier au début, faut quand même prendre, voilà, je dirais, enfin pour moi 20. Maintenant en numérique, même en entrée de gamme, on trouve des 50 mégas, c'est déjà pas mal. Mais si on pouvait prendre un 100, ça sera un investissement quand même plus intéressant. Alors Maurice, question suivante. Ah, le nombre de voix. Ah, ça c'est une bonne question. Alors, la majorité des oscilloscopes, on va dire modernes, je veux dire, enfin, qui concernent l'amateur, c'est 2 ou 4 voix. Voilà. Généralement, il n'y a pas tellement plus de choix que ça. Alors, est-ce qu'il faut mieux prendre 2 ou 4? On va dire, enfin, l'abondance de bien ne nuit pas, comme on dit. Si on a 4 voix, c'est super. Maintenant, la question qu'il faut se poser, il faut dire, voilà, le budget que j'ai, je peux avoir un 4 voix, ou je peux avoir un 2 voix d'une meilleure marque, ou avec une meilleure bande passante, ou de meilleures capacités. Et là, honnêtement, il faut se poser la question. Je vais être franc, honnêtement, très franc, dire sur l'ensemble des mesures que je fais dans mon laboratoire, je pense que plus de la moitié, j'utilise qu'une seule voix, et le reste du temps, souvent 2. Les fois où j'ai réellement besoin d'avoir plus de voix, généralement c'est pour faire mes vidéos. En gros, c'est parce que c'est vrai qu'au niveau didactique, ça permet de montrer plusieurs choses. Mais honnêtement, je ferai pas les vidéos, les fois où j'ai besoin de plus. Je dis pas que ça arrive pas, mais enfin, je veux dire, ça reste quand même vraiment mineur. Attends, ça prend beaucoup de place qu'on fait un montage déjà avant de descendre partout. Donc c'est pas forcément mieux. Et honnêtement, moi comme ça, je dirais, hein, à moins de besoins spécifiques d'enseignement ou autre, à budget équivalent, faut mieux pour moi avoir un meilleur oscilloscope à 2 voix
que d'en prendre un à 4 voies. Voilà. Maintenant, encore une fois, hein, c'est pas une règle absolue, mais honnêtement, je conseillerais plutôt ça. Alors, option et intégration, seconde. Pour une fois, là, allez, je vous le dis, je me suis fait chier de faire tout un blabla là pendant 10 minutes, et je me suis aperçu que j'avais oublié d'appuyer sur record. Alors voilà, grandeur et décadence des youtubeurs. Mais quand même, tiens, Maurice, il nous a dessiné un petit chat. Ça me console. Alors, donc, je recommence. Options et intégration. De plus en plus, les fabricants d'oscilloscopes vendent des systèmes d'options sur les oscilloscopes. Hein. L'idée, c'est que voilà, il y a un modèle de base qui fait un certain nombre de choses, et on peut débloquer, alors les différents systèmes, par code, par des tas de trucs, un certain nombre d'options qui souvent, par exemple, ça va être des décodages de bus, pourquoi pas de la profondeur mémoire, pourquoi pas des fois même des bandes passantes, voilà, différentes fonctions. Et alors je sais qu'il y en a qui aiment pas ça, en disant que c'est de l'arnaque et tout, mais c'est pas de l'arnaque du tout. Moi je trouve que c'est une bonne chose. Pourquoi c'est une bonne chose? Parce que dans le temps, il y avait des oscilloscopes pro où un amateur avait aucune chance de les avoir. Bah, maintenant, il peut éventuellement espérer les avoir. Et en même temps, c'est plutôt sympa de dire que ce qu'on paye que ce qu'on consomme. À quoi ça sert d'acheter un truc avec des tas d'options? Ça se trouve qu'on n'utilisera jamais. Ah, donc voilà, ça c'est ce système après d'options, sachant que en même temps, souvent, il y a des promotions, hein, ça leur sert souvent aussi de trucs de vente. Hein. Par exemple, sur les Keysight, très souvent, il y a une promo, le scope avec le pack, avec toutes ces options-là. Et tout ça. Mais donc voilà, là, au niveau des options, il faut se poser simplement la question de se dire, voilà, par rapport au prix que ça a, est-ce que j'en ai réellement l'utilité? Voilà, si c'est pour dire simplement que je peux décoder le bus I2C et puis on n'en fait jamais, bah, à la limite, ou attendre d'en avoir réellement besoin, ou dire, bon, de toute façon, on n'en a pas besoin et pas l'avoir. Après, c'est vrai que bah, c'est un argument commercial. Si on regarde ce modèle-là, je vous ai déjà montré, bah, le Siglent, lui, eux, ils ont fait le pari justement de dire qu'il y a tout, il n'y a pas besoin d'options. Voilà. Mais par contre, le prochain modèle que je vous montrerai prochainement, ils ont quand même remis des options. Mais c'est des options sur lesquelles il y a un côté hard. Donc, si on va dire que c'est plutôt une politique commerciale. Alors après, l'intégration, c'est de plus en plus, on essaye de faire des oscilloscopes qui font papa-maman. Par exemple, mon Keysight ici, il peut faire générateur de fonctions aussi. Il fait analyseur logique. Il y en a qui des oscillos qui font aussi analyseur de spectre. Hein, je veux dire, un vrai analyseur de spectre, hein, pas une FFT. Donc, est-ce que c'est bien ou pas bien? Perso, moi, je suis pas fanat de ça. Je suis pas fanat de ça. D'abord parce que des fois, ça complique un petit peu la manipulation. Si on a tout en un, si ça tombe en panne, on a tout perdu d'un coup. Et est-ce que c'est forcément bon aussi? Pas forcément. Je veux dire, enfin, c'est un petit peu les trucs qui veulent tout faire. Souvent, ils font tout mal. Donc je suis pas fan. Maintenant, il y a quand même des cas où c'est intéressant. Ça permet d'avoir un gain de place certain. Hein. Ça prend moins de place d'avoir ça que d'avoir un générateur à part, par exemple. Et ça va permettre aussi des fois des fonctions qui sont quand même intéressantes. Par exemple, ceux qui maintenant des oscillos qui ont des générateurs de fonctions intégrés, eh ben, ils peuvent directement, par exemple, faire des fonctions de rendre la courbe de réponse d'un système, par exemple, pas des vrais analyseurs de réseau, mais enfin, des choses un petit peu comme ça. Et ça, c'est plutôt, ça peut être sympa. Après, par exemple, il y a des fonctions, il faut bien regarder les avantages que ça a que ce soit intégré. Je pense particulièrement aux analyseurs logiques. Il y a de nombreux oscilloscopes, ils offrent cette option d'avoir un analyseur logique intégré. C'est intéressant, pareil, on a tout sur le même écran, on peut regarder des correspondances temporelles entre de l'analogique et du logique, mais c'est pas le truc qu'on va faire forcément le plus souvent. Et si on compare le prix de l'option avec les petits modules là, comme je vous ai déjà montré, analyseur logique, où on trouve ça, on va dire, pour 20 à 50 euros, voire même moins cher des fois, pour un amateur, il faut vraiment se poser la question de, voilà, est-ce que le luxe, on va dire, d'avoir un truc intégré, ça vaut le coup ou pas. Donc voilà, hein, encore une fois, il n'y a pas de réponse absolue. Posez-vous vraiment la question de ce que vous voulez faire, de vos réels besoins, et de regarder, voilà, où est-ce que l'argent que vous allez investir sera mieux. Maintenant, si vous avez la chance d'avoir un budget limité, je veux dire, à la limite, payez-vous tout, c'est sûr. Mais après, ça peut coûter très cher. Bon, allez, Maurice, une dernière question. Qu'est-ce que ça fait? Ah le chat s'est retourné. C'est sympa, le clin d'œil de monde. Bonjour. Alors, dernière question. Quelle marque faut prendre? Quelle marque faut prendre? Encore une fois, il n'y a pas de super réponse à cette question. C'est comme les voitures.
Il y a différentes marques qui, chaque marque après va sur différents segments, on va dire, de marché. Et on peut faire le parallèle avec les voitures. Hein. Sur les voitures, il y a Dacia, il y a Renault, il y a Peugeot, Citroën, et après il y a vraiment des hauts de gamme, il y a des Ferrari, il y a des Porsche, il y a des Audi, des tas de trucs. Moi, je suis pas un grand spécialiste des voitures, mais après, ce qui est sûr, encore une fois, c'est que généralement, plus on prendra, je veux dire, une marque haut de gamme, pro, plus on a du chance d'avoir du matériel de qualité. C'est vrai que si on prend du Keysight, hein, ex-Agilent, HP, ou si on va prendre du Tektronix, voilà, on aura quelque chose de plutôt sympa. Maintenant, le prix, c'est pas le même. Hein. Si par contre on prend vraiment du super entrée de gamme, de unités, des choses comme ça, bon, ça va coûter moins cher, on n'aura pas non plus la même qualité. Ce qui est sûr quand même, c'est ce que je fais souvent ce parallèle aussi avec la restauration, c'est pour le même prix, est-ce qu'il faut mieux prendre le plus gros menu du restaurant, on va dire, routier du coin, ou faut mieux prendre l'entrée de gamme d'un restaurant gastronomique? Pour moi, je pense qu'il faut mieux prendre l'entrée de gamme du restaurant gastronomique. Parce que quelqu'un qui est habitué à faire de la qualité, il a dans ses process et tout, même si c'est son entrée de gamme, voilà, le gars il est habitué à avoir un certain niveau de qualité, il saura même pas, je veux dire, faire du pas cher ou du pas bon, quoi. Alors que de l'autre côté, je veux dire, celui qui fait plutôt de l'entrée de gamme, bah, il va essayer de faire ça, mais à la limite, c'est pas sa culture, c'est pas forcément son business. Et par exemple, il y a des restaurants, ils confondent dans les hauts menus plutôt la quantité avec la qualité, par exemple. Donc voilà, moi je peux le dire. Hein, si on prend par exemple deux exemples, et je peux en parler parce que j'ai ces appareils-là, il y a Rigol par exemple et Keysight. Euh, donc c'est des fabricants qui commencent vraiment en entrée de gamme, vraiment très bas, Rigol, et qui à la limite ont plutôt commencé historiquement à faire quand même plutôt de l'entrée de gamme, et ils sont montés en gamme. Hein. Maintenant ils ont quand même du matériel, je veux dire, plutôt haut de gamme. Alors que Keysight, à la base, c'est un peu le contraire. C'est quand même HP et Agilent, c'est quand même des fabricants qui étaient plutôt habitués à faire du pro gamme et qui ont commencé à faire, je veux dire, du matériel plutôt d'entrée de gamme. Mais voilà, moi j'ai le Keysight. C'est vrai que le Keysight que j'ai par rapport au prix et ce qu'il offre comme option, il en offre beaucoup moins, on va dire, pour le même prix qu'un Rigol, par exemple. Mais d'un autre côté, on sent qu'il y a des choses qui sont quand même plus finies, qui sont quand même de meilleure qualité. C'est un peu une impression globale. Donc, bah voilà, encore une fois, faites comme une voiture. Voilà, est-ce que vous préférez pour le même prix avoir le plutôt haut de gamme de chez Renault ou avoir le modèle d'entrée de gamme de chez Porsche? Voilà. La question, c'est exactement la même. Ça va dépendre un petit peu de ce qu'on veut, de ce qu'on veut faire. Ce qui est sûr quand même, c'est que voilà, on en a quand même un peu globalement pour son argent. Si on prend des entrées de gamme pas chères, faut pas non plus s'attendre à avoir la super qualité. Donc voilà, il y a ça. Alors après, il faut aussi se poser la question de pour combien de temps on investit. C'est-à-dire que si vous investissez dans un truc très cher comme un Tektro ou un Keysight un peu haut de gamme, vous pouvez vous dire ouais mais bon c'est un truc que je vais garder 10 ans et qui me fera de l'usage. Maintenant, les temps de cycle des appareils c'est beaucoup plus court. Regardez les PC. Un PC maintenant généralement au bout de 3 ans il est obsolète. C'est un petit peu le cas aussi avec les oscillos. Donc à la limite, si on est amateur, faut mieux peut-être prendre un modèle un peu plus petit et réinvestir en racheter un tous les 3-4 ans par exemple qui permettra toujours d'avoir quand même un truc un petit peu au top de la techno, que de vouloir le garder. Enfin voilà, c'est pas simple, c'est pas simple, et je crois que, enfin, je vais terminer un peu ma vidéo là-dessus, c'est que comme je l'ai dit au début, c'est pas la réponse stock, voilà, il y a une réponse toute faite, et prenez tel modèle, prenez tel truc. Ça va dépendre vraiment de beaucoup de choses. Hein, chacun faut midi à sa porte, comme on dit. Bon, moi, ce que je peux dire, c'est que après, il y a aussi ses préférences personnelles. J'ai beaucoup d'oscilloscopes. Mon modèle préféré, c'est pas du tout le plus moderne, c'est le Tektronix 2232 que j'ai là. Maintenant, voilà, je l'aime bien parce que pour des tas de trucs, à la limite, je saurais même pas dire. Maintenant, c'est pas parce que je l'aime bien que c'est celui que j'utilise le plus. Quand j'ai besoin de mesures un peu plus sérieuses, celui que j'utilise le plus en ce moment, c'est plutôt mon Keysight. Donc voilà, bon bah moi je suis un petit peu un fou de ça, donc j'ai la chance d'en avoir un peu plusieurs, mais après, encore une fois, enfin je veux dire, à moins d'être un peu taré comme moi, il n'y a pas besoin d'en avoir 50 000, un seul suffit généralement largement.
Enfin donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir, parce que déjà cette vidéo que je voulais faire rapidement, je m'aperçois que comme d'habitude je parle et le temps passe. Et en même temps, bah, je suis en train de faire un truc que je vous montrerai là pour ma CNC. Je suis en train de lui rajouter encore une nouvelle fonction et j'ai encore un petit peu d'usinage à faire. Que le grand Catonos, dieu des oscilloscopes, bah, vous conseille bien dans vos achats et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.